L'histoire qui suit se déroule en 1918. Le jeune Aikishi Suzuki décide d'acheter une poupée pour sa petite sœur de 2 ans, Okiko. Seulement, il est loin de se douter de la longue série d'événements fâcheux qui suivra. Pour lui, c'est simplement un geste généreux, une preuve d'amour, un jouet avec lequel Okiko va pouvoir passer de longues heures tout au long de son enfance. Un jouet qu'elle chérira longtemps. Et puis, quand les yeux d'Aikishi se sont posés sur la poupée, c'était évident. Elle était faite pour sa sœur. Il faut dire qu'elle a de quoi attirer le regard, avec ses cheveux noirs ébène coupés au carré, son joli kimono traditionnel violet et rose, cousu avec soin, et ses yeux comme 2 billes d'obsidienne. Même pour un grand garçon de 17 ans comme Aikishi, cette poupée est irrésistible. Alors, pour une enfant de 2 ans, c'est le succès assuré. Et effectivement, lorsque son frère lui offre son nouveau jouet, Okiko est euphorique. Elle adopte la poupée immédiatement et décide même de partager son prénom avec elle. Elle passe ses journées et ses nuits avec, la berce, la nourrit, la câline, l'embrasse et la traite presque comme une sœur. Malheureusement, leur relation prend fin bien plus tôt que prévu. Okiko meurt de la grippe espagnole 1 an plus tard, en serrant son amie dans ses bras. L'histoire aurait pu s'arrêter là, si la poupée n'avait pas profité de cette séparation abrupte pour entamer son règne de terreur. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 4, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. La famille d'Okiko est dévastée. La fillette n'était alors âgée que de 3 ans. Elle avait littéralement toute la vie devant elle. Et perdre un enfant n'est jamais dans l'ordre naturel des choses. Comme le veut la coutume au Japon, son corps est d'abord incinéré avant de pouvoir être inhumé. Et ses parents prévoient alors d'enterrer la poupée aux côtés des cendres d'Okiko pour qu'elle puisse passer l'éternité à ses côtés, comme un dernier cadeau. Malheureusement, un incident administratif les en empêche à la dernière minute et ils se retrouvent forcés d'enterrer leur petite fille seule, sans son jouet fétiche. Néanmoins, ils trouvent un compromis. Une autre tradition japonaise est d'ériger chez soi un autel à la mémoire de ses proches disparus. C'est sur cet autel qu'est disposée la poupée, entourée d'objets et d'offrandes diverses. Ainsi, les parents d'Okiko peuvent voir la poupée tous les jours et penser à leur petite fille. Puisque la poupée lui ressemble un peu, c'est comme si elle était encore là avec eux, sous une autre forme. Et quelque part, ce n'est pas tout à fait faux. Les premières nuits suivant le décès de la petite fille sont étouffées par le deuil. Aikishi est reparti pour l'université, laissant son père et sa mère seuls dans leur appartement devenu soudain atrocement silencieux. Les parents sont inconsolables. Il leur faudra quelques semaines avant de pouvoir reprendre un rythme de vie un tant soit peu normal, sans fondre en larmes ou fixer le vide pendant des heures. Et une fois que les choses reprennent leur cours plus ou moins habituel, ils s'aperçoivent que quelque chose a changé chez eux. Ils ont du mal à mettre le doigt sur l'élément perturbateur. À force de regarder autour d'eux, ils réalisent que ça vient de la poupée. Son apparence n'est plus tout à fait la même. Ses cheveux semblent avoir poussé. Alors qu'il lui est arrivé aux épaules il y a encore quelques semaines, ils descendent désormais plus bas dans son dos. Plus étonnant encore, la texture n'est plus la même. Ce ne sont plus des cheveux synthétiques de poupée, immuables et homogènes. Non, là ils sont emmêlés, fourchus, et la couleur n'est plus unie comme avant. Ils ressemblent plus à une tignasse humaine mal entretenue qu'à une chevelure de poupée. Plus très sûr de ce qu'ils voient, ils décident de laisser passer quelques semaines supplémentaires pour voir si un autre changement apparaît. Peut-être qu'il n'avait pas vraiment fait attention à la longueur de ses cheveux avant. Peut-être qu'elle est posée au milieu d'un courant d'air qui lui emmêle la crinière. Il doit sûrement y avoir une explication rationnelle. Alors, ils attendent et observent. Et quelque temps plus tard, les cheveux de la poupée sont encore plus longs. Ils atteignent désormais sa taille. Cette fois, les parents d'Okiko en sont absolument certains. Les cheveux de la poupée poussent. Quant à la texture, elle est résolument humaine.
toute tentative de trouver une explication logique tombe définitivement à l'eau. Puisque la situation n'est pas trop angoissante, ils se disent que c'est peut-être tout simplement l'esprit de leur petit Okiku qui est venu se loger dans la poupée. Elle n'a sûrement rien trouvé d'autre pour manifester sa présence. Les parents décident de voir ça comme un signe positif et se mettent à saluer régulièrement la poupée, comme si c'était un être vivant. Progressivement, la poupée, ou l'esprit de leur enfant, trouve d'autres moyens de communiquer avec eux. D'abord, elle s'introduit dans leurs rêves. Nuit après nuit, ils se mettent tous deux à rêver d'Okiku, toujours sous les traits de la poupée. Les rêves ne sont pas toujours paisibles, mais quand on pense à la douleur qui entoure la disparition de leur enfant et, par extension, la présence du jouet dans leur foyer, ça n'a rien de très surprenant. Il est difficile pour eux de déterminer si c'est leur deuil qui teinte leurs rêves d'une certaine aura menaçante, ou si c'est parce qu'ils ont mal interprété l'influence de la poupée. Une chose est sûre, elle n'a pas dit son dernier mot. Pour bien faire comprendre au couple qu'elle n'est pas un jouet comme les autres, la poupée décide de faire monter la tension d'un cran. Alors qu'il continue de rêver d'elle régulièrement, elle développe de son côté une nouvelle faculté, celle de se déplacer toute seule. Régulièrement, au réveil, les parents d'Okiku se retrouvent nez à nez avec la poupée qui a réussi, personne n'a jamais été capable d'expliquer comment, à se déplacer jusqu'à leur chambre à coucher, pour venir s'installer à leur chevet. Puisque ça ne semble pas suffire, ce sont ensuite les éclairages de l'appartement qui se détraquent au fil du temps. Régulièrement, les ampoules, même lorsqu'elles sont neuves, se mettent à clignoter, s'éteignent ou s'allument d'elles-mêmes. Rien ne semble plus vouloir obéir aux lois de l'électricité. Il arrive même parfois qu'elles éclatent subitement, manquant de blesser les locataires à plusieurs reprises. Et quand ils ne sont pas dérangés dans leurs rêves ou leurs cauchemars, ils sont réveillés par d'étranges bruits dont ils ne parviennent jamais à déterminer la provenance. Des coups sur les murs, des grincements inquiétants, des frottements qui ressemblent à ceux que font des chaussettes sur le sol de la pièce voisine. Tout porte à croire qu'un intrus s'est introduit chez eux. Mais à chaque fois qu'ils se lancent dans l'exploration du logement, ils ne trouvent rien. Juste cette poupée aux cheveux qui continue de pousser inexplicablement. Ces événements étranges montent toujours en intensité à l'approche de 2 dates clés, celles des anniversaires de naissance et de mort de leur petite fille. Il arrive même qu'ils entendent des voix chez eux, bien qu'ils n'arrivent jamais à déterminer ce qu'elles disent et qu'ils ne trouvent, évidemment, jamais à qui elles appartiennent. Le couple finit par faire venir un conseiller spirituel chez eux pour qu'il inspecte la poupée et fournisse enfin un élément de réponse. Après examen de l'objet, ça ne fait aucun doute pour lui. L'esprit de leur fille s'y est bel et bien installé, et ils n'ont par conséquent rien à craindre. En 1938, après avoir cohabité avec la poupée hantée pendant près de 20 ans, les parents d'Okiku se retrouvent contraints de déménager. Alors qu'ils envisagent bien sûr de prendre le jouet avec eux et de l'installer à nouveau sur un autel dans leur nouvel appartement, un autre conseiller spirituel les en empêche. Selon lui, l'enfant peut prendre possession de la poupée justement parce que sa tombe est proche de l'objet. Si on éloigne le jouet de la tombe, son esprit sera perdu et ne pourra pas trouver d'autre refuge. Le couple demande conseil à d'autres spécialistes et tous leur répondent la même chose. S'ils ne veulent pas perturber l'esprit de leur fille, il ne faut pas éloigner la poupée de sa sépulture. Le cœur lourd, les parents décident alors de se séparer de la poupée et la confier au bon soin du temple de Manenji, qui se trouve près du cimetière où repose Okiku. Les prêtres du temple acceptent de l'accueillir et lui dédient son propre autel, sur lequel elle est entreposée dans une petite boîte en bois vitré, bien protégée. Personne ne peut la toucher, mais on peut l'observer. Et elle aussi peut regarder les gens passer. Fascinés par l'histoire de la poupée, les prêtres décident de couper une mèche de ses cheveux pour la faire inspecter. Et d'après eux, les analyses sont formelles. Ses cheveux sont bien humains et ils continuent de pousser, à tel point qu'en plus de l'entretien de base pour assurer sa bonne conservation, les gérants du temple se retrouvent régulièrement forcés de lui couper les cheveux. Et quand on cherche des photos de la poupée, on constate effectivement que ses cheveux n'ont pas toujours la même longueur, selon la date à laquelle remonte sa dernière coupe.
Si nous n'avons plus de nouvelles des parents d'Okiku après leur déménagement, on en sait un peu plus sur l'évolution de la poupée depuis son arrivée au temple. D'après les prêtres et les moines qui la fréquentent, elle semble gagner en puissance au fil des années. Ceux qui vivent et dorment sur place racontent ainsi qu'il leur arrive régulièrement de rêver d'elle et ajoutent que ces rêves ne sont pas toujours des plus rassurants ou des plus paisibles. Il semblerait aussi que ses cheveux poussent de plus en plus vite et qu'ils soient de plus en plus épais, comme s'ils étaient une représentation physique de son pouvoir grandissant. Jusque-là, tout va bien pour nous. Si vous ne vivez pas dans le temple, vous ne risquez pas de recevoir la visite de la poupée dans vos rêves, n'est-ce pas? Eh bien, d'après des visiteurs qui n'ont résolument pas passé de nuit sur place, ce n'est pas tout à fait exact. Parmi ces nouveaux pouvoirs se trouve vraisemblablement celui de s'inviter dans les rêves de ceux qui posent les yeux sur elle. La nature de ces rêves dépend entièrement de la personnalité des visiteurs et du comportement qu'ils adoptent en sa présence. Sachez donc, au cas où il vous viendrait à l'idée d'aller la voir lors de votre prochain voyage au Japon, qu'elle déteste être prise en photo et qu'elle ne supporte pas qu'on ne la prenne pas au sérieux ou qu'on se moque d'elle. Si vous voulez jouer les sceptiques et la narguer, elle se fera une joie de vous le faire payer une fois que vous aurez rejoint le pays des rêves. Ses intentions semblent aussi évoluer avec le temps. Maintenant qu'elle n'est plus un objet familial, son attitude n'est plus vraiment la même. Certains touristes assurent avoir vu sa tête bouger derrière la vitre de sa boîte en bois. D'autres encore racontent, non sans trembler et bégayer, qu'ils ont vu sa bouche s'entrouvrir légèrement, laissant apercevoir des petites quenottes acérées plantées dans ses gencives en porcelaine. Il paraît que sa bouche s'ouvre un peu plus d'année en année. Qui sait quel pouvoir elle développera si on la laisse continuer encore 5, 10, 20 ans. Bien qu'elle n'ait pour l'instant fait aucune victime, au-delà de quelques rêves perturbants, mieux vaut ne pas tenter de la mettre en colère. Peut-être que nous sommes progressivement en train d'assister à la création d'un nouveau yokai, ces esprits malicieux propres au folklore japonais. Peut-être même que d'ici 8 ou 9 saisons du podcast, j'aurai une toute autre version de l'histoire à vous raconter, avec une liste de victimes cette fois. Peut-être que votre nom y figurera si vous avez la mauvaise idée d'aller l'embêter. Ou peut-être que cette photo d'elle que vous venez d'aller regarder sur votre téléphone pour voir à quoi elle ressemble suffira à l'attirer jusqu'à vous. L'avenir nous le dira. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.